Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec à mes côtés ce soir Lou Fritel, journaliste à Paris Match. Bonsoir Lou. Bonsoir. Merci d'être là aux côtés de Laurent Guimier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Adeline. Vous allez bien tous les deux? Ça va bien, très bien. Alors c'est parti pour le sommaire de Chaque Voix compte avec à la une ce soir la nouvelle donne parlementaire. Voilà maintenant 5 jours que les députés débattent du budget à l'Assemblée nationale. Vote solennel de la partie recettes prévue mardi prochain. Mais votera-t-on vraiment ce budget? On va poser la question à nos 3 invités. Benjamin Morel, constitutionnaliste et professeur de droit public à Assas. Bonsoir Benjamin. Merci d'être là aux côtés de Stéphanie Despierres, journaliste parlementaire à LCP. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Et Henri Sterdignac, bonsoir. Vous êtes économiste et membre du collectif des économistes atterrés. Bonsoir. Merci à vous 3 d'être là. Qu'y a-t-il ce soir dans les offs de Lou? Les socialistes menacent de censurer. Est-ce du lard ou du cochon? À suivre à 20h, quelle histoire avec Laurent? Ben oui, je vous parle du slogan de campagne de Marine Tondelier pour la présidentielle. Une autre Marine est possible, qui évoque évidemment Marine Le Pen. Et il paraît qu'on ne doit jamais faire ça en communication politique. Et vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche avec l'un des débats les plus chauds de ce budget 2026, la niche fiscale du crédit d'impôt pour les services à la personne, les nounous, les personnes de ménage. Certains parlent d'un cadeau fiscal aux riches, d'autres d'un soutien vital à l'emploi et contre le travail au noir. Eh bien, nous en débattrons avec Emmanuel Mandon, député Modem de la Loire, Daniel Obono, député LFI de Paris, et Philippe Lothiau, député RN du Var. Nous attendons bien sûr vos questions ou vos réactions à l'émission en flashant le QR code qui s'affiche ici. À 20h30, rendez-vous avec Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale présenté ce soir par Valérie Brochard. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement parce que Chaque Voix compte, c'est parti. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. C'était il y a déjà 2 semaines. Dans son discours de politique générale, Sébastien Lecornu donnait une sorte de mode d'emploi du parlementarisme. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Eh bien, 2 semaines plus tard, nous y sommes. Les députés débattent depuis vendredi du projet de loi de finances 2026. Alors, vous qui observez tous les 3 depuis 5 jours ces débats, d'abord, la première question, sont-ils de bonne tenue, Benjamin Morel? Alors oui, ils sont plutôt de bonne tenue, je parle sous le contrôle de mes voisins, mais objectivement, on n'a pas des débats qui sont si caricaturaux que ça. On a une construction du débat. Le problème, c'est que, résultat, on a beaucoup de députés présents, qu'on n'avance pas nécessairement et qu'on n'avance pas non plus vers l'adoption d'un texte. Or, l'objectif d'un débat, c'est pas seulement de débattre de mesures très intéressantes, c'est également, in fine, de pouvoir avoir un texte qui est votable par une majorité des députés. Et dans la matière, la technique qui est actuellement la nôtre, elle n'existe dans aucun parlement. La plupart des parlements, on se met d'accord sur une coalition, et dans cette coalition, il y a un modus vivendi sur le budget, et on vote le budget. Il n'y a personne qui se dit on va construire le budget au fur et à mesure, et à la fin, on tombera bien sur quelque chose qui est votable. Ce n'est pas un hasard si, dans des pays aussi exotiques que l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, etc., on ne fait pas les choses comme ça, c'est peut-être que ça ne marche pas si bien. Stéphanie Despierres. Oui, on assiste vraiment à des débats de fond. Il y a quelques moments de crispation. Là, tout à l'heure, il y a une petite avalanche de rappels au règlement. Mais de manière générale, les débats sont plutôt sur du fond. Le gouvernement prend du temps pour expliquer, peut-être un peu trop au goût de certains, parce que c'est vrai que pour l'instant, les débats avancent très lentement. Il y a beaucoup d'amendements. Là, il en reste encore 2800, donc on n'avance pas très vite. Mais pour l'instant, c'est des débats de fond. Henri Sterdignac, votre regard sur ces débats? Le grand problème, du point de vue économique, si on peut dire, c'est qu'il faut récupérer 40 milliards. Le budget doit permettre de réduire d'environ une vingtaine de milliards le déficit public, mais il faut compenser les dépenses militaires, la hausse des taux d'intérêt. Oui. Voilà, il faut trouver 40 milliards. Et il y a beaucoup de mesures douloureuses qui sont refusées par les parlementaires. Il y a des mesures de recettes qui sont sans doute surévaluées. Donc il n'est absolument pas certain que ce budget va réussir effectivement, tel qu'il est voté, à dégager les 40 milliards nécessaires. Alors, est-ce qu'on assiste en ce moment à une vraie évolution des pratiques parlementaires? Eh bien, Thibaut Hennock a compilé pour nous les séquences les plus marquantes de ces 5 premiers jours de débat. Dès l'ouverture des débats dans l'hémicycle vendredi, le ton est donné.
J'avais parlé de rupture, nous y sommes. Ce débat budgétaire ne ressemblera à aucun autre. Notre histoire parlementaire a été faite de rapports de force. Il est temps qu'elle devienne celle du compromis. Dans un hémicycle rempli, des députés concentrés, conscients que chaque mot, chaque voix va compter, en l'absence de 49.3. C'est une révolution tranquille du Parlement. Une révolution tranquille, mais confuse, faite de discussions vives dans l'hémicycle. Vous n'avez aucune honte. Et de négociations plus feutrées en coulisses, notamment entre le PS et le socle gouvernemental. Il y a majorité pour personne. Il faut aller jusqu'au bout dans le Parlement. Et le Parlement, oui, c'est quoi? C'est des réunions, des compromis entre groupes qui ne sont pas des alliés, qui ne sont pas des amis. Faire valoir ses idées et arracher chaque vote. Au fil des heures, un budget bigarré se dessine, fait de compromis sur la contribution sur les hauts revenus ou la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Fait aussi de surprises. La défiscalisation des pensions alimentaires arrachées par le PS, celle des heures supplémentaires et le dégel du barème de l'impôt par les Républicains. Un Parlement au pouvoir où chacun vient revendiquer ses victoires. Dans cette bataille budgétaire où il n'y a plus de 49.3, si on est impliqué, si on est présent, si on se bat avec nos idées, on remporte des victoires. Des gains parfois conquis au prix d'alliances baroques. LFI, LR et RN par exemple pour le barème de l'impôt sur le revenu. Un grand chamboule-tout politique qui a ses avantages et ses inconvénients. Premier risque, une facture qui dérive. Plus de 2 milliards de recettes envisagées ont déjà disparu. Deuxième risque, un budget de briques et de broc qui, au final, ne conviendrait à personne. Tous ceux qui sont pour plus de justice fiscale ne trouveront pas leur compte. Et puis à l'inverse, ceux qui contestent d'autres choses, ils ne feront pas leur compte non plus. Et vous verrez qu'à la fin, ce budget sera rejeté. Sans compter que le temps pourrait venir à manquer, la lenteur des débats commence à inquiéter. Plus de 2500 amendements restent à examiner. Alors, on va revenir sur la lenteur des débats dont parle Thibault Hénoc, mais d'abord, je voudrais qu'on vienne sur la forme. C'est-à-dire que l'hémicycle était aux 3/4 vide, déserté par les macronistes et les républicains. Je voudrais qu'on regarde cette image, c'était il y a un an. C'était ce qui se passait dans l'hémicycle il y a un an. Un hémicycle vide parce que la gauche et le RN réécrivaient le budget qui avait finalement fait l'objet d'un 49.3, mais parce que les macronistes et les républicains avaient déserté l'Assemblée nationale, et parce qu'ils savaient qu'il y avait ce 49.3 au bout du compte. Un an plus tard, donc les bancs sont aux 3/4 pleins, jusqu'au bout de la nuit, les députés débattent. Benjamin Morel, est-ce que c'est le renoncement au 49.3 qui a provoqué ce changement ? Oui, clairement, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup, les députés ne sont pas présents en séance, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas présents en séance? Parce que la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose en séance. Enfin, il y a le théâtre, évidemment, mais la potentialité de faire bouger un texte sur le fond n'existe pas. Si vous regardez les hémicycles de la 4e et 3e République, là, il y avait du monde, parce qu'à chaque moment, eh bien, vous pouviez emporter le vote sur un amendement, voire même la chute d'un gouvernement sur une interpellation, et donc il fallait être présent, il fallait toujours être là, il fallait voter, il fallait convaincre. Là, on assiste un petit peu à la même chose. Et Laurent Wauquiez a raison quand il dit que ça se joue à la mobilisation des groupes, ça se joue à la conviction. Ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Mais le revers de ça, et Éric Coquerel, là aussi dans votre sujet, a raison, c'est que si vous avez un amendement voté par le RN et la gauche, un amendement voté par le RN et le centre, un amendement voté par le centre et la gauche, in fine, tout le monde a une raison suffisante pour ne pas voter le texte. Et donc cette construction, qui est intéressante, qui permet à chacun d'avancer des éléments, ne donne pas nécessairement à terme un texte qui est votable par une majorité. Et là, on tombe sur la limite de l'exercice qui fonctionnait très bien dans ce qu'on appelait la phase du parlementarisme libéral. Au XIXe siècle, vous n'aviez pas des partis structurés et où on construisait des majorités texte par texte. Mais en revanche, c'est quoi? C'est un parlementarisme sauvage? C'est un parlementarisme rationalisé avec des partis politiques qui sont des partis politiques structurés. Et ça, depuis à peu près les années 20, ça va conduire à former des coalitions stables. C'est ce qu'on évoquait, c'est ce qui se passe dans tous les autres pays européens où vous mettez à minima d'accord au sein de la coalition pour le budget, avec un critère simple. Ceux qui voteront le budget feront partie de la coalition et donc de la majorité. Ceux qui voteront contre seront contre la coalition et donc seront dans l'opposition. Dans ce cadre-là, la méthode que l'on emprunte là, c'est une méthode très 19e siècle d'une certaine façon, mais l'époque a changé et on verra si elle peut être réactualisée à l'aune du 20e. C'est pas sûr, encore une fois, ça ne marche pas nécessairement à l'étranger. Après, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas trop le choix, donc on essaye. Lou ? Juste une question, vous parlez de ceux qui voteront le budget, ceux qui voteront contre et ceux qui s'abstiennent. Vous les mettez dans quel camp? Théoriquement, si vous abstenez, on peut considérer que vous êtes dans une forme de zone grise. Mais le problème d'un point de vue arithmétique, c'est qu'il y a 3 réalités arithmétiques pour que ce budget passe aujourd'hui. Soit vous avez un vote positif des PS et des LR. Le PS ne prend pas vraiment ce chemin-là. L'autre option arithmétique, c'est que vous ayez
le PS, ELV et les communistes qui s'abstiennent et les LR qui votent pour. C'est compliqué parce que ça veut dire qu'un budget que vote Laurent Wauquiez entraîne l'abstention de Cyrielle Châtelain et de Stéphane Peu. Compliqué. La dernière option, c'est que le RN et le PS s'abstiennent et que les LR votent pour. Et quand je dis les LR votent pour, ce n'est pas une partie des LR et des macronistes, sachant que beaucoup ont ce jour-là piscine ou aquaponie. Là, ça se joue à la mobilisation. Donc il faut qu'ils soient tous là et que, comme un seul homme, ils votent pour. Ça, évidemment, c'est très compliqué quand vous avez des dispositions à l'intérieur qui ne vous conviennent pas et des groupes qui, plus est, relativement déstructurés. On a vu que la discipline de vote à LR, ce n'était pas l'élément le plus caractéristique du groupe. Donc pour qu'ils votent tous comme un seul homme et qu'à côté de ça, il y ait des abstentions qui soient également relativement unanimes, comme dirait un philosophe du Poitou, la route est droite, mais la pente est forte. Jean-Pierre Raffarin. Stéphanie Despierres, est-ce qu'il y a des moments, des débats depuis vendredi qui vous ont particulièrement marqué et qui illustrent ce parlementarisme revivifié ? Très clairement, il y a des amendements qui sont rejetés à une voix près. Ça, c'est quand même, ça montre vraiment que chaque voix compte. C'est le cas de le dire, mais là, c'est vraiment ça. On a aussi des choses complètement baroques, c'est-à-dire, par exemple, on parlait de la défiscalisation totale des heures supplémentaires qui a été défendue par Laurent Wauquiez et la droite, qui a réussi à être adoptée. Et en fait, quand on regarde le détail du scrutin, ce qui est rigolo, c'est que donc, le gouvernement était opposé, il y avait eu des tentatives de conciliation, ça n'a pas abouti, et in fine, donc, le gouvernement est contre, et les seuls qui viennent en soutien du gouvernement, donc qui votent contre l'amendement de Laurent Wauquiez, c'est le PS. On a l'extrait dont vous parlez, Stéphanie Despierres. Regardez. On l'a, c'est sûr. Il arrive. On est contre toutes les augmentations d'impôts. On considère que l'effort doit être fait sur la dépense. Et que si on veut que les Français adhèrent à ce qu'on fait, il faut qu'il y ait un contrat au fond, passé avec les Français assez clair. Oui, on va faire des efforts sur la dépense. Oui, ça va nécessiter d'être sérieux et responsable, mais la contrepartie, c'est qu'on vous protège intégralement de toutes les augmentations d'impôts. Et la deuxième chose, qui est celle que nous souhaitons, c'est qu'il faut un signal qui soit pour la France qui travaille. La mesure qui, dans le passé, a été la plus efficace en la matière, celle qui a été la plus juste, qui a donné le meilleur signal d'espoir, c'était la défiscalisation intégrale des heures supplémentaires. Henri Sterdyniak, je me trompe en disant qu'on voit aussi dans ces débats le retour du clivage gauche-droite ? Oui, bien sûr, il y a un clivage. Oui, je me trompe ? Non, vous vous trompez. Vous vous trompez absolument pas. Je veux dire, sur la plupart des mesures, bien sûr, il y a un clivage gauche-droite. La gauche a grosso modo un objectif qui est de dire ces 40 milliards, il faut les récupérer sur les plus riches et sur les grandes entreprises. Et donc, on a un certain nombre d'amendements qui vont là-dessus. Et par ailleurs, on a une droite qu'on a vue avec Wauquiez qui est extrêmement ferme sur l'idée, aucune hausse d'impôts et on obtient tout par des baisses de dépenses, d'autant plus qu'en fait, ils n'ont pas la responsabilité de ces baisses de dépenses, ils ne vont pas voter clairement pour la désindexation, une désindexation importante des prestations et des retraites. Donc effectivement, grosso modo, on a deux histoires bien différentes. Dans un cas, on fait payer les riches et les grandes entreprises, et dans l'autre cas, on fait des économies. Et que penser alors on ne va pas jusqu'au bout de dire ces économies, c'est avant tout sur la protection sociale. Que penser alors de la façon dont ont voté les députés du Rassemblement national ? Parce qu'on a beaucoup dit, on a beaucoup entendu ces derniers temps que finalement la politique économique du RN se rapprochait plutôt de la gauche. Est-ce que depuis 5 jours, les débats permettent de déterminer une ligne plus claire de ce qu'est l'économie vue par le RN ? Alors, on voit une ligne beaucoup moins à gauche et beaucoup plus néolibérale qu'on avait déjà vue en commission. L'archétype de ça, c'est le vote, c'est la taxe Zuckman. Le Rassemblement national l'avait voté, en tout cas n'avait pas fait, s'était abstenu, n'avait pas fait opposition à cette taxe Zuckman quand elle a été passée dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et là, ils ont complètement changé d'avis. Ce matin, Marine Le Pen dit taxe Zuckman, ni light, ni hard, ni rien. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une différence sur la ligne économique portée par le Rassemblement national qui veut parler plus aux patrons, plus aux entrepreneurs. Je discutais tout à l'heure avec un député qui me disait, en fait, en ce moment, le Rassemblement national, dans l'hémicycle, c'est la ligne Bardella-Milei, en référence au président argentin.
Et c'est quoi? C'est de la tactique pure ou c'est quand même dans l'idée de se rapprochant du pouvoir, on finit de rassurer les patrons sur une hypothèse RN? Il y a un peu des deux, parce que le Rassemblement national sait que s'il veut convaincre les milieux économiques et ne moins faire peur, il faut leur donner des gages. Certains analysent aussi ça en disant le PS fait ça, le RN fait exactement l'inverse. Voilà, donc c'est mélangé. Pour avoir une bonne coalition à droite, il faut que le RN accepte de se mettre sur les positions de la droite en matière économique. Donc, c'est les prémices de là, vous avancez d'un tour quand même. C'est pas encore, ça n'est pas encore scellé. Oui, mais bon, donc ça facilite. En tout cas, ce qui est certain, et LCP ne peut que s'en féliciter, c'est que les Français observent ces débats parlementaires. Je voulais évoquer avec vous le rapport annuel du Conseil économique et environnemental qui a été publié ce matin sur l'état du pays. La situation politique de la France est devenue le 3e sujet de préoccupation des Français, reléguant très loin le chômage et l'immigration. En fait, avant l'instabilité politique, il y a la santé et le pouvoir d'achat qui préoccupent les Français. Et arrive en 3e position l'instabilité politique. Les députés ont-ils conscience de cette inquiétude et est-ce qu'elle les oblige? Eh bien, nous sommes allés leur poser la question cet après-midi. Vox Pop est préparé ce soir par Baptiste Garguichartier. Regardez. Doter la France d'un budget d'ici la fin de l'année, les faisceaux sont braqués sur l'Assemblée et les Français s'impatientent. Je sens une certaine exaspération et j'utilise un euphémisme. Donc je crois qu'aujourd'hui, ils attendent de nous de l'efficacité. Ils nous demandent de nous entendre, de faire en sorte qu'un budget soit adopté. Qui est un compromis, mais que ce compromis ne soit pas une compromission. Ils ne se fichent pas du tout de ce qui se passe à Paris. Ils disent maintenant débrouillez-vous. Moi, ils me le disent sur le terrain tous les week-ends. Se débrouiller, voter sans trahir ses électeurs, sans majorité à l'Assemblée, la tâche relève du casse-tête. Difficile pour l'heure d'entrevoir une lueur d'un compromis et dans les couloirs du palais ce matin, certains élus perdent espoir. On a un sentiment de se dire mais à quoi on sert finalement, puisque en fait on ne nous donne pas la possibilité de respecter, enfin de pouvoir faire aboutir le mandat que les citoyens et les citoyennes nous ont donné. Est-ce que vous ressentez cette pression de la part de vos électeurs? Moi, je crains que nos électeurs ne se fassent plus beaucoup d'illusions sur la capacité de l'Assemblée nationale à dégager un budget très cohérent. À l'extrême droite, les députés se défaussent de toute responsabilité. La ligne est déjà toute tracée, ni compromis, ni concertation. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur le député, d'être à la hauteur par rapport aux enjeux du moment? On a surtout le sentiment d'assister à une grande pièce de théâtre. Tout est dealé en coulisses entre le pseudo-socle commun qui va de LR à Horizon en passant par Renaissance et le PS. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est la construction. C'est pour ça qu'il faut changer d'Assemblée nationale et retourner aux urnes très vite. Nul ne sait encore si les députés sauront trouver la voie. Ils disposent encore d'une 60aine de jours pour faire adopter le texte avant la fin de l'année. Alors, le calendrier, venons-en, Benjamin Morel, parce qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête des députés. C'est d'abord le vote solennel de la partie recette du budget qui doit avoir lieu mardi prochain, le 4 novembre. Est-ce que, pour vous, le calendrier, il est tenable ? Objectivement, au vu du nombre d'amendements qui restent, c'est très très peu probable. Alors j'ai fait le calcul, il faudrait passer 42 secondes par amendement pour y arriver mardi. Oui, alors il faut parler très très vite. Vite, hein. Alors il y a toujours des mécanismes en droit parlementaire qui permettent d'accélérer les débats. Et depuis les années 80, on a eu réforme du règlement sur réforme du règlement pour permettre, entre guillemets, de compresser le temps. Néanmoins, là, 149 alinéa 3, et on en revient toujours à l'idiotie originelle de cette affaire qui est le fait passer du 49 alinéa 3, fût-il même fondamentalement imparfait, je vois mal comment on y arrive. Après, si jamais vous décalez vos débats, vous décalez tout le reste, y compris le PLFSS, etc. On n'est déjà pas très en avance. Par ailleurs, il faut ménager un temps minimal au Sénat. Et donc dans ce cadre-là, on rentre dans une situation très très compliquée, d'autant qu'à partir du 40e jour de débat, le gouvernement peut, il n'est pas obligé, mais peut faire passer le texte sans vote de l'Assemblée au Sénat, auquel cas on a une Assemblée qui ne se serait pas prononcée. Et là, derrière, vous risquez d'avoir des députés qui font, je parle sous votre contrôle, un peu la tête. Et là, on peut avoir une motion de censure. Ils pourraient bouder. Ils veulent voter quand même, et on peut les entendre quand même. C'est-à-dire que passer du 49 alinéa 3 à, en fait, il n'y aura pas de vote du tout. C'est évidemment pas tout à fait l'idéal, et ce serait escamoter le débat parlementaire. Je discutais tout à l'heure avec un député de gauche qui me disait, en fait, rendez-vous compte, depuis 2022, le Parlement n'a pas voté sur la partie. Oui, il y a des députés qui n'ont jamais connu ça. Non, parce qu'en fait, budget 2023 dit 49.3, 2024 dit 49.3, 2025 une censure du gouvernement qui
qui tombe, donc les discussions n'étaient pas allées au bout. Il y a eu un budget en février, mais à nouveau un 49.3. Donc certains me disent, vous vous rendez compte, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas prononcé en fait. Et là, il y a cet espoir de pouvoir se prononcer, mais les délais étant très courts, plus personne ne croit dans les couleurs de l'Assemblée à un vote solennel sur la première partie du projet de loi de finances mardi prochain. Tout le monde sait que ce sera forcément reporté avec les conséquences que Benjamin a expliquées. Et puis en l'occurrence, Benjamin, vous avez levé un lièvre hier en affirmant qu'une dissolution après le 15 novembre était désormais quasi inenvisageable. Vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons? Alors à partir de la mi-novembre, alors on a une discussion avec le président de la Commission des Finances sur 15 ou 17, mais malgré tout, on est dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette histoire, elle se finit que de 3 façons. Soit on a pas un, mais 2 budgets votés. Il y a le PLF et le PLFSS. Bon, si jamais on fait une dissolution mi-novembre, vous comprenez bien que c'est qu'on n'y est pas arrivé. Deuxième option, on a les fameuses lois spéciales. Les lois spéciales, souvenez-vous, on a connu ça l'année dernière, c'est ce qui permet d'autoriser le gouvernement à continuer à prélever les impôts et à emprunter sur les marchés pour exécuter les dépenses. Ces lois spéciales, il faut en théorie, selon la LOLF, les présenter avant le 19 décembre, mais ça, au fond, c'est pas très grave, parce que le Conseil ne va pas censurer une loi spéciale parce qu'on les a présentées le 20. Mais en revanche, il faut les voter avant le 31 décembre. Et donc là, si vous faites une dissolution à partir de la mi-novembre, il faut le temps d'élire votre nouvelle Assemblée. Et le temps d'élire la nouvelle Assemblée, eh bien, c'est à peu près 1 mois, 35 jours derrière. Donc on vote à Noël, en fait. Voilà. Donc, c'est pas Noël au balcon, c'est Noël aux urnes. Que LCP prépare ses plateaux pour entre Noël et Nouvel An. On n'a pas posé de vacances, vous savez, Benjamin. On est je pense que c'est assez réaliste. Et donc, mais ensuite, vous savez qu'il faut élire un bureau. On a connu ça récemment. Donc tout ça met un peu de temps. Et puis par ailleurs, la loi spéciale, il faut aussi la voter. Donc il faut arriver avant le 31 décembre. C'est très juste, voire même impossible, si on dissout fin novembre. Dernière option, les fameuses ordonnances. Les ordonnances, c'est on exécute un projet de loi de finances ou un PLFSS par voie d'ordonnance, mais encore faut-il que ce texte existe. Or, quel est l'effet d'une dissolution? Tous les textes en discussion à l'Assemblée, ils s'évaporent. Souvenez-vous, l'année dernière, la proposition de loi fin de vie, elle est en débat ici, les députés disparaissent, ils ne sont plus députés du jour au lendemain, et le projet de loi, il cesse d'exister. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez un projet de loi en discussion ici et que vous avez une dissolution? Eh bien, adieu PLF, adieu PLFSS. Et donc, on n'exécute pas par ordonnance quelque chose qui a disparu. Donc, on n'a plus les ordonnances, on n'a plus les lois spéciales, on n'a évidemment pas de budget. Et là, même le constitutionnaliste qui arrive toujours à vous trouver des solutions, vous voyez, on arrive toujours à décrocher un nouvel article de la Constitution. C'est devenu même une sorte de gag depuis... vous non plus, vous ne posez pas de vacances. Hein. Même nous, on n'a plus rien. Et donc, là, évidemment, on s'inquiète réellement. Et donc, une dissolution, juridiquement, n'est pas impossible après le 15 novembre, mais elle devient clairement irresponsable. Sauf que Emmanuel Macron a bien dit que les motions de censure étaient des motions de dissolution et qu'elles devaient être traitées en tant que telles. Donc ça veut dire en cas de censure, il y aura dissolution. Et la censure, eh bien, elle est dans les mains surtout du Parti socialiste. C'est les off de loup ce soir. Parce que c'est vrai que, Lou, on a du mal à comprendre ce que font les socialistes ces dernières heures. Un jour, ils ne censurent pas Sébastien Lecornu. Un jour, ils menacent à nouveau de le faire tomber. À quoi ils jouent, en fait? Écoutez, Adeline, je pense que le mieux placé pour vous expliquer, c'est Olivier Faure lui-même. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, vous avez une majorité qui est si relative qu'elle a besoin à la fois d'aller chercher les LR et besoin de l'abstention des socialistes, des communistes et des écologistes. Si ce n'est pas le cas, en réalité, ce budget va tomber. Et donc, s'il tombe, eh bien, il n'y aura pas d'autre choix que de censurer et puis ensuite d'aller à la dissolution. Bon, en fait, ce que veulent les socialistes, c'est trouver 5 à 7 milliards d'économies et enfin de recettes supplémentaires pour pallier les futures dépenses, les mesures d'économie qu'ils vont tenter de liquider dans la suite de la discussion du projet de loi de finances qui portera donc sur les dépenses dans peu de temps. Donc ça peut être par Zuckman, mais ça peut être aussi par autre chose. Ça implique forcément une augmentation d'impôts et ça, le RN, et vous l'avez bien, on en a bien parlé tout à l'heure, il ne veut pas en entendre parler. Donc est-ce qu'il faut comprendre que le Parti socialiste va censurer dans les prochains jours, là ? Non plus, et je sais que c'est compliqué à suivre. Non mais j'essaye, Non, mais moi aussi j'ai du mal. En fait, le PS va attendre la fin des discussions pour voir s'il s'abstiendra ou ne votera pas le budget. Dans ce cas, c'est censure suivie d'une dissolution. D'ailleurs, Olivier Faure, lui, assume d'entretenir des rapports avec Sébastien Lecornu et Matignon. Ça, ça donne une impression un peu flottante et de rechercher, en tout cas de chercher à se faire berner, selon les mots utilisés par Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, donc à LFI. Et lui rappelle d'ailleurs l'échec qu'ils ont déjà connu, c'était avec le conclave sur les retraites et François Bayrou. Alors justement, puisque vous parlez des insoumis, les accointances des socialistes avec le gouvernement, ça doit les hérisser un peu, non ?
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous propose d'écouter une passe d'armes comme nombreuses qu'on a pu entendre ces derniers jours à l'Assemblée. Je voudrais appeler le Parti socialiste et le gouvernement ou la Macronie de nous donner la liste des points du deal et du pacte qu'ils ont conclu entre eux. Moi, je souhaiterais savoir quels sont les points du deal entre LFI et les Républicains pour exempter d'efforts tous les Français qui gagnent plus de 16 000 € par mois. Petit élément de contexte, il était question d'un amendement sur le gel du barème de l'impôt que LFI a voté, proposé par LR, que le PS n'a pas voté parce que voulait simplement geler les tranches les plus élevées. En tout cas, sur le fond, la violence, elle est là. LFI ne croit pas au main tendu du gouvernement. Il pense même que les socialistes sont en train de manœuvrer avec Sébastien Lecornu pour éviter les urnes et au point que les liens semblent complètement coupés. Regardez Emmanuel Bompard, par exemple. Vous avez encore des relations avec les socialistes ou pas? Non, j'ai pas de relation avec... Il n'y a pas d'échange aujourd'hui? Non, je crois qu'ils préfèrent faire des réunions secrètes avec M. Lecornu. Ambiance. Si le PS menace de censurer, mais qu'il se met LFI à dos, ça veut dire que les socialistes se sentent capables d'affronter une dissolution et donc des législatives en y allant tout seul, sans alliés insoumis? Officiellement, oui. Le Parti socialiste rêve de réussir à faire venir à lui les écologistes. Confère par exemple cette huile qui me disait avec le reste de la gauche et sans les insoumis, c'est pas improbable, ce serait même plus productif. Et là, ça c'est moi, notamment dans certains territoires ruraux où LFI est plus repoussoir que le RN. Le RN, justement, c'est l'éléphant dans la pièce, toujours selon ce cacique. On ne peut pas poursuivre la politique du pire et retourner aux urnes avec la probabilité que ceux qui s'en sortiront le mieux seront soit l'extrême droite. Et ça, c'est la vraie peur du PS. Ouais. C'est pas c'est pas la peur de perdre des postes. Si les socialistes, toutefois, affirment qu'ils ne feront pas le NFP, et surtout qu'ils ne travailleront pas avec LFI, officieusement, ils concèdent tout de même que là où il risque d'y avoir, où il y a un risque RN, il pourrait y avoir un regard particulier du parti. Même si c'est cosmétique, il pourrait quand même travailler avec LFI dans ce genre de circonstances. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple ce que disait Olivier Faure il y a 2 semaines, à la mi-octobre. C'était dans la Tribune dimanche. Il disait « J'assume nos désaccords avec LFI », ce qui ne signifie pas que les électeurs de gauche soient irréconciliables. Nous devons faire ce que nous avons toujours fait avant 2022, c'est-à-dire accepter la concurrence au premier tour et tout entreprendre pour éviter le RN au second. En fait, si le PS n'a pas peur, c'est parce qu'en cas de dissolution, les gauches irréconciliables se réconcilieront. Merci Lou. On parlait justement avec Lou de la taxe Zuckman. Le débat sur cette taxe a été reporté parce qu'il y a trop de retard. Donc a priori, la taxe Zuckman, c'est à la fin de l'article 3. Et donc le débat n'aurait lieu que vendredi après-midi, c'est ça Stéphanie? Ça peut éventuellement être demain soir, mais là, vu le temps, la lenteur, ce sera plutôt vendredi, voire vendredi soir. Et le débat portera bien sur la Zuckman allégée qu'a présentée le Parti socialiste? Alors le Parti socialiste va présenter la Zuckman tout court, sauf qu'ils savent qu'il n'y a pas de majorité, puisque le RN, je le disais tout à l'heure, n'en veut pas. Et face aux cris de certains qui disaient « mais sa taxe, ça va empêcher les start-up, les licornes même plutôt, d'avancer et de se développer. Ça va aussi empêcher les entreprises familiales parce que ça touche les biens professionnels. » Donc ils ont une version allégée qui, elle, va être soumise au débat. A priori, elle ne passe pas non plus, parce que même cette version light, Ensemble pour la République n'en veut pas, le gouvernement non plus. Ce matin, il y a Sébastien Lecornu qui a redit « pour rien au monde, nous devons toucher au patrimoine professionnel », parce que ce plan B, en fait, il est un impôt sur les hauts patrimoines, donc 3% à partir de 10 millions d'euros. Ça ne touche pas les fameuses licornes, ça ne toucherait pas les entreprises familiales, mais beaucoup, à Ensemble pour la République, disent que c'est pareil, puisque par exemple, comment est-ce qu'on fait pour définir une start-up? Comment on décide de qui on met, qu'on soumet à cette taxe et qui on ne soumet pas à cette taxe? Et d'ailleurs, vous parliez de Sébastien Lecornu qui a donc participé ce matin à la réunion de groupe des députés LR. Il a pris effectivement ses distances avec la taxe Zuckman. Et alors, il a employé une métaphore assez drôle. Tout débat sur le lait est ouvert, mais c'est un débat qui doit se faire sur le partage du lait, pas sur le fait de tuer la vache. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette métaphore, Henri ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Expliquez-nous le lait et la mort de la vache. C'est que la majorité, le socle commun, comme la droite et comme maintenant le RN, refuseront tout impôt qui frappe les milliardaires, c'est-à-dire, plus exactement, qui frappe ceux qui possèdent l'appareil productif. Et donc, à partir de là, effectivement, l'histoire est bloquée, puisque...
le principe de la taxe Zuckman ou même d'une taxe Zuckman light, c'est de s'attaquer aux milliardaires qui ne payent pas suffisamment d'impôts sur le revenu parce qu'ils ne déclarent pas de revenus et qu'ils s'arrangent pour en fait être rétribués par des plus-values latentes qui ne sont pas soumises à l'impôt. Donc il y a un blocage total. Bon, est-ce que pour le Parti socialiste, c'est toujours la ligne rouge totale? C'est la ligne rouge, en principe, c'est la ligne rouge. Le Parti socialiste, en principe, a deux lignes rouges. C'est un, avoir une taxe qui frappe effectivement les milliardaires, et deux, le fait qu'on suspend la réforme des retraites. Le problème, c'est qu'il a obtenu le deuxième. Le premier, on peut peut-être imaginer un aménagement qui serait simplement de dire on refait l'ISF qui avait l'avantage ou l'inconvénient, selon le point de vue, de ne pas taxer l'appareil productif et qui montrerait quand même aux électeurs que le Parti socialiste a obtenu quelque chose. On taxe quand même les riches, pas les ultra-riches, mais les riches. Et bon, si on est très gentil, on peut rajouter des petites mesures comme le fait de réduire le champ du pacte du Treil, comme le fait de supprimer la purge des plus-values. Donc, le cornu habile pourrait peut-être arriver à proposer un deal au Sénat, aux socialistes. En tout cas, il y a des conseillers du Premier ministre qui ont fait savoir cet après-midi qu'il y a un chemin qui s'ouvre vers un compromis avec le PS. Vous le voyez, ce chemin, Benjamin et Stéphanie? Il est compliqué parce qu'on part du principe, et c'est un peu les réalités arithmétiques qu'on évoquait tout à l'heure, que le PS est l'alpha et l'oméga aujourd'hui de l'hémicycle. Parce qu'en effet, il faut monter les enchères et que dans toutes les combinaisons, leur position est, je dirais, nécessaire. Mais derrière, il ne faut pas perdre de LR. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer? Très bien, admettons, déjà, c'est pas gagné. Admettons. Admettons, on se met d'accord sur un budget à l'Assemblée. Le texte ensuite va partir au Sénat. Le Sénat va faire un budget plutôt à droite. Très à droite, clairement pas Olivier Faure compatible, si vous voulez. Ensuite, on a une commission mixte paritaire. Cette commission mixte paritaire, c'est députés-sénateurs qui se réunissent en conclave. Si cette commission mixte paritaire aboutit, il va falloir donner des gages au Sénat, qui n'est pas très content, qui n'aime pas beaucoup Sébastien Lecornu en ce moment. Donc le texte va être plus à droite. Et adieu, taxe sur au patrimoine, Zuckman 1, 2, 3, light ou pas light. Et la réforme des retraites, enfin la suspension y figurera peut-être, mais au prix de gros compromis. Est-ce que ce sera avalable par les socialistes? Et si les socialistes s'abstiennent, je rappelle mes réalités arithmétiques, par les écolos, par les communistes? Pas évident. Si jamais vous donnez le dernier mot à l'Assemblée en disant on se lave les mains du Sénat, vous allez avoir un Laurent Wauquiez qui va devoir choisir entre ses petits copains LR, Gérard Larcher, qui sont majoritaires au Sénat. Vous plaisantez, vous allez serrer la main à Olivier Faure, voire même aux Verts et aux communistes, contre les LR, avec un RN qui dira « Regardez ces gens qui nous font des critiques et qui disent toute la journée qu'ils sont des parangons de stabilité au niveau économique, alors que finalement, ils serrent la main à la gauche. » Donc la pression sur le groupe LR va être très importante. Et encore une fois, même si Laurent Wauquiez dit « Moi j'y vais », il ne faut pas seulement qu'il y aille lui, il faut que l'ensemble de son groupe, et avec pas d'abstention, pas de vote contre, vote pour que ça passe d'un point de vue arithmétique. Vous comprenez bien que c'est quand même extrêmement, extrêmement compliqué et qu'à trop céder aux socialistes, on risque de perdre la droite. Et à ce moment-là, il y aura peut-être les socialistes dans la barque, mais sans la droite, elle coule quand même. Stéphanie? Il y a encore des choses, les socialistes ont encore des choses dans leur bagage à proposer au gouvernement pour négocier. Ils sont beaucoup à expliquer, pas publiquement, mais qu'il y a tout un tas de mesures et que si ces mesures-là rapportent suffisamment, c'est-à-dire permettent assez de recettes pour éviter de couper dans les dépenses et du coup de faire ce musée des horreurs qu'ils dénoncent, là il y a un chemin possible. Donc il va falloir tout regarder dans l'ensemble. Le problème c'est que l'ensemble, on l'aura, la vision d'ensemble, on l'a pas vite puisque les débats sont lents. On l'aura peut-être, il y a un moment qui va être clé quand même, c'est donc la fin de la discussion sur la partie recettes. Si là, ça passe, c'est-à-dire que le PS dit, au global, ça nous va, là, le chemin vers le compromis sera bien ouvert et il y aura un peu d'espoir. Sinon, et peut-être que la barque ne coulera pas. La barque coulera. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Chaque Voix Compte ce soir. À suivre la question qui fâche. On va poursuivre la discussion. On va reparler du crédit d'impôt sur les emplois à domicile. Voilà un vrai clivage droite-gauche dans l'hémicycle. Faut-il supprimer cette niche fiscale? À qui profite-t-elle vraiment? Eh bien, on en parle avec nos trois prochains invités. Mais avant cela, c'est Quelle Histoire? Et c'est Laurent Guimier.
Rien n'échappe à Laurent. Et ce soir, vous nous dévoilez ce qui se cache derrière le slogan très étrange de Marine Tondelier pour la présidentielle de 2027. Oui, Adeline, alors si je dis étrange, c'est parce qu'avec ce slogan « Une autre Marine est possible », la patronne des écologistes a choisi de désarçonner la plupart des experts en communication politique. Je vous explique pourquoi. Alors, il ne s'agit pas de la structure du slogan, de la phrase en elle-même, qui est d'ailleurs assez banale. Vous allez le voir à l'écran. D'abord, elle est facile à retenir, et puis elle appartient à la sphère politique progressiste, j'allais dire. Vous avez plein d'exemples à l'écran, et d'ailleurs, un autre monde est possible. Un autre Sénégal est possible. Voilà. Alors, un autre monde est possible, c'était le slogan de Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour la présidentielle. Bon, bah alors, qu'est-ce qui a tellement surpris les experts en communication politique? Bien, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est le prénom. Une autre Marine, cela fait forcément penser à la première Marine, c'est-à-dire Marine Le Pen. Et ça, évoquer son adversaire dans son propre slogan, cela ne se fait jamais dans l'histoire politique récente. Est-ce que vous connaissez la théorie de l'éléphant rose? Mais vous allez me l'expliquer. Ce processus cognitif est tout simple. Si je vous dis, Adeline, fermez les yeux et ne pensez pas à un éléphant rose. Je vois un éléphant rose. Il y a fort à parier que vous allez penser à un éléphant rose. Eh bien, en politique, combattre son adversaire en utilisant son langage et ses mots, plusieurs experts que j'ai consultés me l'ont dit, c'est prendre le risque de renforcer cet adversaire. Et c'est pourquoi un candidat n'évoque jamais, quasiment jamais, son adversaire sur ses affiches et dans ses slogans. Il n'y a que le Front National qui avait joué un petit peu avec ça en 2013. Vous allez voir une affiche, La France tranquille, allusion volontaire évidemment à la force tranquille de François Mitterrand de 81 dans une affiche du Front National de la jeunesse. Ce sous-entendu était utilisé dans la stratégie de normalisation du parti frontiste. L'objectif était de ressembler plutôt aux autres partis. L'objectif, si je puis dire, c'était justement de faire penser à l'éléphant rose. Donc si je vous suis, ça veut dire qu'on ne peut pas trop se permettre un trait d'humour, un peu de second degré dans un slogan de campagne? Il faut faire attention, il faut utiliser avec parcimonie. On peut jouer un peu avec les mots, mais pas trop, comme José Bové, par exemple, en 2007, qui a joué avec son propre nom pour son slogan de la présidentielle. Mais là, j'ai l'impression que c'est même un peu trop minimaliste, puisque le slogan ne finit par évoquer que le nom du candidat. Oui, ça me fait penser aussi à Robert Hue et Hue Coco à l'époque. Voilà, qui avait été suggéré par Frédéric Becbédé, l'écrivain. Reste quand même une question, Laurent. D'où vient ce slogan « Une autre Marine est possible » il vient de naître là, ces derniers jours? Non, il n'est pas né de la dernière pluie. Et ce slogan, figurez-vous, apparaît lors de la toute première campagne de Marine Tondelier, législative de 2012, 11e circonscription du Pas-de-Calais. Elle a 25 ans. Et en face d'elle, il y a déjà Marine Le Pen. J'ai retrouvé une vidéo qui traîne au fond d'Internet. Ça se passe le 19 mai 2012, un karaoké sur le marché aux puces d'Hénin-Beaumont. Et Marine Le Pen, vous allez le voir, sirote un verre et reprend du Gilbert Montagnier dans ce karaoké. Regardez la vidéo avec une bande de gamins qui vient de s'emparer du micro. Alors, c'est le comité de soutien de Marine Tondelier. Et vous voyez la jeune femme à droite. C'est Marine Tondelier qui chante et qui s'amuse en détournant les paroles de Gilbert Montagnier. Et vous voyez, à la fin de cette vidéo, qui est une vidéo postée par son site de campagne, il y a le slogan qui va apparaître dans un instant, « Une autre Marine est possible ». Donc ce slogan existe depuis très longtemps. 2012. Et donc j'en termine avec 3 convictions. À ce stade, on le voit, ce slogan de Marine Tondelier n'a jamais marché contre Marine Le Pen. 2, on peut se dire que pour 2027, il n'aura pas coûté cher aux écologistes. Et 3, on peut dire et reconnaître que Marine Tondelier a de la suite dans les idées et dans ses slogans de jeunesse. On verra bien si karaoké rime avec Élysée. On verra bien. Merci Laurent. On passe à la question qui fâche. Et je salue les 3 députés qui nous ont rejoints sur le plateau de Chaque Voix Compte. Bonsoir Daniel Obono, député LFI de Paris. Merci d'être là aux côtés d'Emmanuel Mandon, député Modem de la Loire, et de Philippe Lothiau, député Rassemblement National du Var. Bonsoir à tous les 3. On va parler de la 2e niche fiscale en France. Le crédit d'impôt pour les services à la personne coûte 7 milliards d'euros par an aux finances publiques. Lors du débat budgétaire en cours, les députés ont adopté un amendement qui réduit le plafond de ce crédit. Mais les débats ont surtout montré un vrai clivage gauche-droite sur l'utilité et l'efficacité de cette niche. C'est Maïté Frémont qui pose ce soir la question qui fâche.
Dans la question qui fâche ce soir, le crédit d'impôt dont vous bénéficiez peut-être si vous employez un salarié à domicile. En débat ce week-end dans un hémicycle à la recherche d'économies. Je suis pour le laisser aux personnes qui en ont besoin, mais pas à ceux qui peuvent payer tout ça de leur poche. C'est pas forcément une mauvaise chose. Si j'en bénéficie, c'est que j'ai un certain niveau de revenu, donc il faut voir le contenu. Je ne pense pas que ça aille dans le bon sens. Je pense qu'il faut favoriser cet emploi de proximité. On a tous besoin effectivement de ce type d'aide. Une aide qui permet de réduire votre facture de moitié, perçue par 5 millions de ménages, pour de la garde d'enfants, de l'aide aux personnes âgées ou encore pour l'entretien de votre maison. Un crédit d'impôt plafonné à 12 000 € par an, coûteux pour l'État, près de 7 milliards d'euros. Alors, la France Insoumise propose sa suppression. Je pourrais vous donner une autre façon de transformer ce service au public en un service public qui répondrait aux besoins et que les gens, pour le coup, pourraient avoir selon leurs besoins et selon leurs moyens. On pourrait embaucher 167 000 fonctionnaires. C'est à peu près ce que... Mais bien sûr, c'est à peu près ce que coûte 7 milliards. La France Insoumise parle de cadeaux pour les plus riches. À droite, d'un soutien vital pour l'emploi. Les riches, les riches, les riches. Oui. Les ultra riches, 70 000 €. Mais en fait, c'est assez simple. Ils vont continuer à faire travailler les gens qui travaillent aujourd'hui déclarés, mais au noir. Mais dans cette entreprise d'aide à la personne... Là, oui, le planning, il est complet là, sur le mois en question et on a de plus en plus de demandes. Le planning ne désemplit pas. OxyLife accompagne 10 000 personnes fragilisées par l'âge ou la maladie en leur proposant une aide à domicile. Et pour Franck, le gérant, toucher au crédit d'impôt est une très mauvaise idée. Le crédit d'impôt, à plus de 50%, il est consommé par des personnes âgées. Et si vous mettez la garde d'enfants, vous êtes à 70%. Donc en fait, c'est là où du coup, ça n'a pas de sens. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Faut-il supprimer les avantages fiscaux pour les emplois à domicile ? Et j'ajouterais, faut-il supprimer, faut-il plafonner ou faut-il maintenir cette niche fiscale ? Daniel Obono, on a vu dans le reportage notamment Éric Coquerel s'attaquer donc à cette niche fiscale du crédit d'impôt pour les services à la personne. Vous dites que les 10% des ménages les plus aisés captent 50% des avantages. Ça veut dire que pour vous, ce sont des aides de confort qui sont utilisées à outrance par les plus aisés. Mais c'est plafonné. Alors, d'abord, permettez-moi de corriger. Nous n'avons proposé aucun amendement de suppression. Nous avons proposé des amendements justement pour recentrer. J'ai pas dit que des amendements de suppression ça a été dit dans le reportage. C'est pour ça que je me permets de faire cette petite correction. Et ce n'est pas moi qui donne les chiffres que vous venez de citer, c'est la Cour des comptes. Oui, c'est les chiffres. Qui a fait en 2024 justement un rapport sur l'ensemble de ces aides qui durent depuis 30 ans. En fait, ça fait une trentaine d'années que l'État subventionne en fait les ménages pour des services qui sont faits à domicile. Le seul point commun en fait de tout un ensemble de services qui sont en fait très très divers, ce que note d'ailleurs la Cour des comptes, c'est assez hétéroclite. Effectivement, on trouve des besoins en fait qui sont des besoins d'ordre social, comme l'aide aux personnes dépendantes, la garde d'enfants, etc. Et puis on trouve des activités dont on peut se demander en fait quel est l'intérêt social collectif, c'est-à-dire par exemple le gardiennage de maisons secondaires, de résidences secondaires, ou même on a eu des exemples sur du coaching personnel. Donc tout ça, c'est encore une fois la Cour des comptes qui le dit, il faut mettre à plat ce dispositif qui, comme vous l'avez dit, coûte 7 milliards à la collectivité, à l'État, au Trésor public. Et dans un moment où on parle des finances publiques et on demande de pouvoir faire un certain nombre d'économies, il nous semblait nécessaire, effectivement, et pas qu'à nous d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas les seuls à avoir proposé des amendements pour recentrer cette aide sur les personnes qui en ont le plus besoin, effectivement, et celles et ceux qui en ont les moyens, parce que ce chiffre de 50% de la dépense fiscale qui profite aux 10% les plus riches devrait quand même interpeller et se dire que ceux qui en ont les moyens devraient payer de leur poche, puisqu'ils ont les poches pleines, les emplois qui sont effectivement nécessaires. Philippe Lotio, il se trouve que vous, en séance, vous avez défendu le crédit d'impôt pour les services à la personne, pour l'emploi,
pour le pouvoir d'achat et vous êtes en désaccord sur ce chiffre de 7 milliards, qui est un chiffre qui existe. Oui. C'est le manque à gagner, on va dire, pour les finances publiques. Je crois qu'il y a deux choses. Premièrement, quel est le but d'un crédit d'impôt? C'est faire inciter à certains comportements. Là, c'était quoi? C'était inciter au développement de l'aide à domicile, des services à la personne. Ça a marché. Et c'était faire en sorte de limiter le travail dissimulé, qui était quand même dans ce secteur un vrai problème. Ça a fonctionné aussi. Donc finalement, on a quelque chose qui fonctionne. On a des chiffres qui disent que le travail dissimulé est passé de 50 à 20% mais alors je n'ai pas réussi à comprendre comment on avait obtenu des chiffres sur le travail dissimulé, parce que par définition... Mais enfin, il y en a moins, ça c'est un fait avéré. Donc je veux dire, ça ne nous arrive pas souvent en ce moment d'avoir des choses qui fonctionnent et on veut le remettre en cause. Deuxièmement, je trouve qu'on a une présentation chiffrée un peu tronquée, parce qu'on dit que ça coûte 7 milliards, donc on a l'impression qu'on sort 7 milliards et voilà. Mais en face, vous avez des cotisations sociales, vous avez de la TVA, vous avez des allocations chômage ou RSA qui ne sont pas versées puisque les gens travaillent. Vous avez des personnes qui restent à domicile au lieu d'aller dans des établissements à l'extérieur ou en hôpital, qui coûteraient beaucoup plus cher. Donc, si vous voulez, vous avez tout un ensemble de recettes directes et vous évitez chiffrées. des coûts indirects qui sont quand même assez considérables. Qui sont chiffrés dans ce même rapport de la Cour des comptes que citait Daniel Obono. 1 euro de crédit d'impôt génère 1 euro 30, 1,50 € de recettes fiscales. Selon les cas et selon les domaines d'ailleurs. Oui. Donc, si on supprime cette niche fiscale, on supprime aussi les recettes fiscales qui sont liées à l'emploi de personnes à domicile. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas sec. Vous n'êtes pas d'accord, Daniel Obono, avec ce calcul ? Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce que montre aussi le rapport, c'est que, en vérité, en matière d'emploi, la progression, enfin, il y a une stagnation en fait de l'emploi. Ça n'a pas développé autant qu'il était possible. Et par ailleurs, ce sont des emplois très précaires. Par exemple, dans les aides, en plus du crédit d'impôt, il y a un certain nombre d'exonérations de cotisations. Donc, en fait, une partie de ce qui devrait être apporté ne l'est pas parce que justement, tout un ensemble de dispositifs permettent d'exonérer. Donc, en vérité, nous, je le redis, nous ne disons pas qu'il faut tout supprimer. Nous disons qu'il faut recentrer. Quand vous avez en moyenne, en fait, le plafond en moyenne, c'est moins de 2 000 € et on a un plafond aujourd'hui qui est à 10 000. En fait, il y a quand même une marge, justement, sur ce que, en fait, en moyenne, les gens utilisent et ce qui est possible et qui permet, justement, les effets de bord et les effets pour ceux qui, en fait, ont les moyens et, en fait, qui se font aider par la collectivité alors qu'ils pourraient payer seuls. Et permettez-moi quand même de relever que l'argument pour lutter contre le travail dissimulé, je le trouve quand même problématique. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des pratiques illégales, c'est-à-dire employer quelqu'un de manière sans les déclarer, au lieu de mettre les moyens pour que l'inspection du travail vérifie tout ça et sanctionne comme ils le font, on dit en fait, on va donner de l'argent aux personnes qui dissimulent les emplois pour qu'ils puissent employer. Vous noterez quand même que moralement, c'est quand même très problématique. Et par ailleurs, ce que nous disons et qui pourrait rapporter et faire des emplois stables et des revenus à l'État, c'est effectivement développer pour un certain nombre d'activités un service public, par exemple, de l'autonomie et de la prise en charge de la dépendance. Et là, on aurait quelque chose qui permettrait, y compris aux ménages les plus modestes, d'avoir accès à ces services. Parce que un autre élément des rapports montre qu'en vérité, ceux qui en auraient le plus besoin n'y ont pas autant accès que ceux qui ont en fait les moyens de pouvoir payer des services sans cela. C'est les 75 premiers déciles. Oui, le premier décile, les 10% les moins aisés de la population, voilà. Ça représente donc, 125 000 personnes qui ont en moyenne une dépense de crédit d'impôt qui coûte à l'État 961 €, donc il faut la doubler pour avoir la dépense effective. Bon, je voudrais passer la parole à Emmanuel Mandon. Est-ce que, Emmanuel Mandon, vous reconnaissez que le dispositif doit être amélioré? Et de quelle façon? Mais, évidemment, quand on peut, j'allais dire, équilibrer les choses, il faut le faire. Et d'autant qu'on a des éléments de contexte à prendre en considération. Ici, je veux dire, si on pose la question, c'est qu'on a un problème sur les finances publiques. C'est qu'on a un problème d'endettement. Et donc, un problème d'équilibre. Donc, on replace les choses dans leur contexte. La deuxième idée, c'est quand même que, et là je trouve un décalage saisissant entre l'esprit de nuance qu'on a pu relever chez mes deux collègues et puis ce qu'on a entendu à travers la démonstration de M. Coquerel qui dit d'emblée qu'on pourrait fonctionnariser, créer un grand service public avec toutes les difficultés qu'on connaît. Et là, je crois que ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on peut bien sûr caricaturer, prendre des postures, et puis face à la réalité,
Oui, il faut savoir travailler dans le détail. Mais moi, ce que je voudrais dire et souligner, c'est ce que j'attends d'un travail parlementaire, un travail au Parlement, c'est qu'on puisse être autour d'une table et préparer cela. Parce que vous voyez, c'est au détour d'amendements qui arrivent dans un temps très contraint qu'on se retrouve à se positionner. Mais c'est pour ça qu'on vous donne du temps ce soir pour en parler en dehors de 42 secondes d'examen d'un amendement. Mais quand pendant des mois, nous avons attendu le débat parlementaire et que finalement, on n'a pas pu se préparer utilement. Et on a juxtaposé toutes ces discussions. Alors, on va essayer, je ne prétends pas que je vais réussir à vous mettre d'accord ce soir, mais est-ce qu'il faut exclure certaines activités du crédit d'impôt au service à la personne? Daniel Obono parlait des coachs. Il se trouve qu'un coach sportif fait partie du crédit d'impôt sous certaines conditions, mais si vous faites venir un coach à domicile pour faire du sport, vous pouvez défiscaliser sa prestation. Est-ce qu'il faut sortir les coachs sportifs du crédit d'impôt? Alors, moi, vous savez, j'ai eu un exemple, par exemple. Vous allez me dire que vous aviez eu un coach sportif. Non, j'ai pas eu. Très bien. J'aimerais bien. Oui, ça, je devrais y penser. En plus, c'est défiscalisé, vous devez. Je devrais y penser, d'ailleurs. Non, mais j'ai eu un exemple de personnes qui m'écrivaient, qui m'expliquaient que elle a été malade, elle a eu des gros problèmes d'articulation, etc. Elle est rentrée chez elle et pour se remettre un petit peu à pouvoir bouger, etc., elle a pu avoir l'appui d'un coach qui l'a aidé, qui l'a accompagné, etc. Et que ça lui a fait beaucoup de bien. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que on ne peut pas trouver ça et là en disant ça on exagère un peu, ça on exagère un peu. Mais il faut toujours regarder le bilan coût-avantage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un Français derrière, on va mettre un contrôleur, un inspecteur du travail derrière chaque Français? C'est pas raisonnable. Donc à un moment, il faut regarder quel est le bilan coût-avantage. Oui, il y a peut-être. C'est clair, on peut dire, ah oui, ça, faudrait peut-être pas, etc. Mais si on touche à tel secteur, on va aussi perdre des avantages. Donc, et puis, franchement, ces secteurs de coach sportif, même l'aide aux devoirs, enfin, certaines choses qui sont remises en cause, c'est en plus quantitativement assez marginal dans l'ensemble du dispositif. Oui. Puisque c'est d'abord les aides à domicile pour les personnes handicapées et les personnes âgées. J'ai un autre chiffre, Daniel Obono. 50% du total des dépenses émanent de personnes qui ont plus de 70 ans. Oui, bien sûr, mais par rapport vous leur dites quoi à ces personnes? Oui, mais précisément, nous avons fait plusieurs propositions d'ailleurs, plusieurs amendements, pas que nous par ailleurs, qui proposent par exemple de plafonner, enfin de descendre le plafond, comme je l'ai dit, la moyenne en fait. Aujourd'hui, le plafond, bon, il a été un petit peu abaissé, mais en fait la moyenne c'est à peu près de 12 à 10 000. Voilà, mais c'est en descendant le plafond, en revoyant les taux, en vérifiant un certain nombre de caractéristiques pour les bénéficiaires. Donc en fait, il y a tout un ensemble de mécanismes qu'on pourrait mettre en œuvre. Et par ailleurs, à chaque fois, nous avons toujours exclu, bien évidemment, tous les services qui ont à voir avec la question de la dépendance et de l'autonomie et des personnes en situation de handicap. Ça, il y avait un accord de tout le monde pour dire que, bien évidemment, que pour ces services-là. Mais effectivement, et encore une fois, nous nous appuyons sur les rapports de la Cour des comptes qui disent qu'il y a un problème là-dessus. Et moi, j'aurais bien aimé pouvoir, par exemple, en parler si on avait eu, par exemple, le débat sur la grande loi, la véritable grande loi d'autonomie, pour parler de nos propositions pour un service public de l'autonomie. Mais ça, c'est bien de la responsabilité aujourd'hui des gouvernements successifs de n'avoir jamais permis de prendre le temps pour parler des solutions qu'on pourrait apporter à tout un ensemble de ces publics qui ont vous avez le droit de répondre, Emmanuel Mandon. Qui utilisent ces services, mais qui aussi, et je le rappelle aussi, c'est pas gratuit. Il y a quand même 50% pour les foyers, pour les familles, doivent avancer l'argent pour tout un ensemble de services. Donc vous voyez qu'il y a un coût social là qui n'est pas pris en charge. Emmanuel Mandon. Le diagnostic, je crois qu'on l'a tous fait. C'était pas ça le sujet. Le problème, c'est quand vous êtes en forte tension, que vous avez des comptes publics qui se dégradent, des comptes sociaux en grande difficulté. Il y a un pas de géant à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le système politique n'a pas répondu à ces attentes. Ça, je suis complètement d'accord avec vous, mais ce n'est pas aussi simple. Et je voudrais dire aussi que derrière une réglementation, une législation fiscale, il y a un écosystème qui s'est construit. Et il y a des gens qui ont construit leurs emplois. Il y a des femmes et des hommes qui sont en activité. Et je trouve qu'on ne peut pas agir à la légère, au détour d'amendements, comme ça, dans un contexte d'ailleurs où, entre nous, mettre des mesures nouvelles, alors qu'on ne sait pas comment on va atterrir, je crois qu'aussi, on risque de se faire plaisir. Et moi, je me posais même la question de savoir s'il fallait toujours appeler ça une niche fiscale. Ah oui, parce que la niche, ça nous rappelle au chien qu'il y a dedans la niche, mais... non, mais dès qu'on parle de niche, on parle d'avantages... Comme si c'était... Alors que c'est
tout à fait variable. Vous avez des dispositifs qui concernent effectivement très peu de monde, et puis d'autres, au contraire, vous l'avez dit, 7 milliards, et puis des centaines de milliers de personnes. Et les emplois concernés, et des emplois derrière. Mais quels emplois? Parce que, excusez-moi, moi j'ai eu à travailler dans le service à la personne, et quand vous regardez les emplois, posons-nous la question, quel est un secteur économique? Alors, je vous propose de poursuivre le débat. Subvention de l'État à ce niveau-là, mais qui produit en fait des emplois de pauvreté ou de précarité. Il faudrait faire le bilan aussi de tout ça. Bientôt. Là, moi, je vais vous sucrer le crédit d'impôt temps, parce que je vais prendre une coulée. Ces emplois, on est quand même dans un secteur qui représente plusieurs centaines de milliers d'emplois, plus de 3 millions d'utilisateurs, plusieurs centaines de milliers d'emplois, qui peut encore en créer plusieurs centaines. Donc il y a du monde dans cette plusieurs niche. Centaines de milliers, qui empêche des gens d'être totalement précarisés, parce qu'il les met vraiment avec un vrai contrat, etc., qui sont pour une grande partie des gens qui ont parfois des niveaux de formation assez bas, ou alors qui ont plus de 50 ans. Donc ce sont des gens qui sont parfois difficiles à employer. Donc on est vraiment sur un secteur qui apporte vraiment une bouffée d'oxygène, et puis on est dans une économie de marché. Le débat est terminé, et vous allez m'en vouloir, parce que si jamais vous voulez réagir à Valérie Brochard et au Bourbon Express, vous n'aurez pas le temps. Donc après, vous m'en voudrez, vous en voudrez à Valérie. C'est Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale, et c'est maintenant. Très bien, très bien. Voilà, attention. Ça va Valérie? Oui, ça va. On commence avec un chiffre ce soir dans le Bourbon Express. 48 726 élèves sont en situation de handicap et n'auraient aucun accompagnement depuis la rentrée 2025. C'est la Direction générale de l'enseignement scolaire qui a tout simplement compté le nombre d'enfants handicapés sans aucune aide en milieu scolaire depuis septembre. Un chiffre révélé sur France Inter ce matin, mais que le rapporteur de la commission d'enquête qui travaille sur les défaillances de prise en charge du handicap réclamait depuis longtemps un manque de transparence qu'il compte bien soulever en commission. Regardez. Aujourd'hui, on va essayer de convaincre la ministre en charge du handicap, le ministre de l'Éducation, qui sera auditionné cette semaine, pour leur dire qu'il faut mettre le moyen et il faut aussi penser un peu la méthode, être plus transparente sur les chiffres, parce que quand le diagnostic posé il n'est pas bon, on a souvent face à cela des solutions qui ne sont pas opérantes et adéquates. Et quelques heures plus tard, la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées a reconnu la difficulté d'obtenir des chiffres précis, mais elle avance aussi des solutions pour l'année scolaire en cours. On a des systèmes d'information qui sont parfois encore pas tout à fait à la hauteur. Pour autant, il ne faut pas non plus nier ou sous-estimer l'engagement et l'investissement qu'il y a pu avoir pour apporter ces réponses. En continuant nos recrutements d'AESH, on a un objectif de plus de 1000 sur 2025. Et donc, on passe à la suite, peut-être, Adeline ? Allez. On ne peut pas y échapper, on revient encore un peu sur le budget. Mais là, c'est le regard du prix Nobel d'économie qui nous intéresse ce soir. Oui, Adeline Philippe-Aghion était auditionnée cet après-midi par les députés de la Commission des affaires économiques. Alors, il avait plutôt, dans la journée, fustigé, regardez, les propositions de contre-budget lancées par le Rassemblement national. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, je le cite, incompétent et amateur, mais en commission, il a surtout répondu aux députés qui lui demandaient pourquoi il était contre la taxe Zuckman. Je crois vraiment qu'on ne peut pas demander un effort à tous les Français budgétaires sans demander un effort à ceux qui ont le plus. La taxe Zuckman, nous, on avait montré qu'elle rapportait jamais 20 milliards. Moi, je suis pour niche, plus taxe différentielle sur le patrimoine non productif et qui aille jusqu'à 4-5 milliards. Voilà, je pense que là, on peut arriver à quelque chose. Ça peut être un Zuckman amélioré, une variante de Zuckman, ça peut être autre chose. Moi, j'aime beaucoup Gabriel, qui est un copain, donc le mot Zuckman, je ne suis pas allergique au mot Zuckman, c'est un ami à moi, d'accord ? Et on discute beaucoup. Finalement, on se demande si cette taxe, il ne faut pas l'appeler autrement en fait, que Zuckman, comme ça passera. Non ? Cette leçon d'économie du prix Nobel. Prix Nobel qui ne sont pas d'accord, mais après tout, ça fait partie du débat, oui, effectivement. On peut être un bon théoricien, avoir un problème de sens pratique. Un bon théoricien n'est pas un bon praticien. De la part de quelqu'un qui a inspiré la politique macroniste avec les brillants résultats économiques qu'on connaît aujourd'hui, je trouve que c'est assez roquignolesque.
Mais ce qui est sûr, c'est que ce que nous allons avoir à discuter, ce sera d'un côté ce que nous proposons, la véritable taxe Zuckman, et puis ce qui est l'objet, je crois, de négociations un peu de couloir avec le Parti socialiste. Il y a bien des discussions. Moi, M. Faure a eu le mérite de reconnaître qu'il discutait de manière très intense, et on se retrouve avec une espèce de taxe à trous ou taxe passoire de l'avis même de celui qui a pensé le dispositif. Vous avez entendu, il a expliqué qu'en fait, c'était un peu une manière d'enfumer tout le monde que de prétendre que la version discutée par le PS et le gouvernement allait répondre aux besoins fiscaux. Mais l'enjeu, il n'est pas là. Je crois qu'il faut dépasser tout ça. Sincèrement, la question, c'est de savoir comment d'abord, on boucle un budget. Je crois que c'est la priorité. Deuxièmement, effectivement, les grandes réformes, elles viendront au moment de la présidentielle. Il y a un grand débat qui est posé par un certain nombre d'acteurs dans ce pays, que ce soit toutes les grandes familles politiques, c'est les présidentielles qui vont le trancher. Je suis désolé, c'est pas le moment. Alors, plutôt elles viennent, mieux c'est les présidentielles, n'est-ce pas? Comme ça, on sortira plus vite. Oui, mais ça, c'est Daniel Obono, elle est toujours sur le sujet d'après. Mais oui, je comprends bien. C'est vous qui portez la question de la présidentielle. C'est trop facile. On va rester sur le budget, si vous voulez bien. Les niveaux de débat on ne peut pas tout ramener. Mais pour boucler un budget, il faut des milliards quand même. Non, on va les laisser débattre. Il est vrai quand même que moi, en séance, j'ai parfois l'impression, vous savez, d'entendre le clip d'une célèbre chanson des Inconnus, vous savez, taxe sur le truc, taxe... Auteuil Neuilly Passy. Voilà, c'est ça. Non, c'était quand ils faisaient Dracula. Les Raptous. Pardon. L'impression d'entendre ça, ce qui est dans le pays qui est quand même le plus fort taux de prélèvement obligatoire de l'OCDE est quand même un peu étonnant. On reste sur le budget, mais cette fois avec un député qui communique sur les réseaux sociaux pendant le débat en séance. Oui, c'est Pierre Cazeneuve, député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Et lui aussi, comme Philippe Aghion, il a voulu critiquer le contre-budget du Rassemblement national. Mais alors lui, il a préféré le faire en musique. Peut-être qu'elle a oublié la levure, le gâteau n'est pas monté. Le gâteau était plat. Vraiment plat. Voilà, alors pour Pierre Cazeneuve, il faut défendre les propositions du gouvernement et chercher partout des économies. Et pour chaque tranche de 100 millions d'euros de déficit supplémentaire, il a décidé de courir 1 kilomètre. Il n'a pas fini. Voilà, c'est sa métaphore à lui du marathon budgétaire. La séance de samedi, pour le coup, a été beaucoup plus dépensière, puisque je suis parti là pour une course entre 25 et 26 km, puisque nous avons grévé le déficit d'à peu près 2,6 milliards d'euros. Alors plus tard dans la vidéo, le député expliquera que ce qu'il fait là sur les réseaux sociaux, c'est de la pédagogie, une méthode qui ne fait pas vraiment l'unanimité chez ses collègues. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas des youtubeurs, on n'est pas des pitres. Et donc aujourd'hui, il faut rester à la hauteur des fonctions qui sont les nôtres. Moi, ce folklore-là de certains collègues, me met très mal à l'aise et très en colère en fait. C'est un mauvais acteur, c'est un mauvais théâtre, c'est un mauvais rôle. Voilà, on est dans le cinéma et dans le mauvais cinéma. Savoir si les gens font des marathons sur Strava, etc., ça c'est leur truc. S'ils ont envie d'aller courir, grand bien leur face. Qu'il fasse carrière, qu'il aille à Danse avec les stars. Clairement, il s'est loupé de vocation. Bon, c'est bon, il est rhabillé, on ne va pas leur demander de rhabiller parce que sinon ça remet une couche. On voulait terminer avec un petit point calendrier, Valérie. Oui, c'est le ministre chargé des relations avec le Parlement, Laurent Pagny-Fous, qui nous a donné ce nouveau rendez-vous à Calais dans l'agenda. Regardez, le gouvernement a inscrit les débats sur la fin de vie à l'Assemblée nationale en février prochain. Ce combat que j'avais porté aux côtés du rapporteur Olivier Falorni me tient profondément à cœur. Je me réjouis qu'il puisse se poursuivre. Mais alors, il s'est peut-être un petit peu précipité, si on en croit Olivier Falorni, que nous avons interrogé aux 4 colonnes cet après-midi. A priori, on s'orienterait vers une inscription au Sénat à partir du 12 janvier pour ensuite que le texte revienne en seconde lecture à l'Assemblée nationale en février. Donc, cela suppose que le blocage au Sénat s'arrête, cela suppose qu'il y ait un budget d'adopter à la fin de l'année, cela suppose qu'il n'y ait pas de censure, cela suppose qu'il n'y ait pas de dissolution. Beaucoup de conditions encore à relever. Alors je vous explique, Adeline, stoppé par la dissolution en 2024, les 2 propositions de loi sur la fin de vie et sur les soins palliatifs avaient pu finalement être adoptées en mai dernier et devaient faire leur arrivée fin septembre au Sénat. Sauf que la chute du gouvernement Bayrou a de nouveau bloqué les travaux parlementaires et depuis, vous l'avez compris, Olivier Falorni accuse la majorité de droite au Sénat, très opposée au texte, de freiner, voire de
paralyser la navette parlementaire. Il a voulu tordre le bras des sénateurs LR ou quoi? Oui, c'est ce qu'il a tenté, mais l'annonce de Laurent Pegnifou a fait tiquer les élus de la Chambre haute qui se sont empressés de communiquer leur étonnement à nos amis de Public Sénat. C'était pas prévu, on ne sait pas, ça nous intéresse. Je n'ai été prévenu de rien. Alors pour calmer les susceptibilité, eh bien, le ministre a tout de suite rectifié le tir avec un second tweet précisant évidemment que l'examen à l'Assemblée ne se fera que sous réserve de sa lecture préalable au Sénat, mais le ministre chargé des relations avec le Parlement aura donc réussi à vexer les sénateurs 15 jours à peine après sa nomination, et ça risque de bloquer encore un petit peu le calendrier. Merci Valérie, et merci à nos 3 invités de ce soir d'être venus sur le plateau de Chaque Voix compte. Nous revenons demain en direct à 19h30. L'émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30 et elle est disponible en replay sur lcp.fr. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain. Tout de suite, c'est Débat Doc et Jean-Pierre Gracien.